Initialement prévu pour ce 2 mai, l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda n'a pas eu lieu, simplement parce que, selon les discours du médiateur, il s'agit bien du président togolais, il faut un délai, il a accordé un délai de 2 mois aux parties prenantes afin que celles-ci puissent mûrir la question au niveau interne et que cela passe au niveau de leurs institutions internes respectives afin d'étudier les contours et les pourtours de ces dossiers avant d'apposer leur signature. Et pour cela, un délai stratégique de 2 mois a été accordé. Vous le savez très bien, mesdames et messieurs, que les opposants politiques, il s'agit bien de Moïse Katumbi, Joseph Kabila, je disais, Martin Fayoulou et Délice Sanga ont signé une déclaration dans laquelle ils recommandent aux autres initiatives prévues ou déjà déclenchées pour la paix et la sécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo. Il s'agit bien de Doha, Washington et consorts, de pouvoir soutenir les processus de Kinshasa, ce qu'on a appelé les pactes pour les vivre ensemble, les pactes de paix pour les vivre ensemble dans les pays et dans la région des Grands Lacs, concernant cette initiative de l'ECC et de la Senco. Fidèles téléspectateurs, bienvenue sur Écho de l'école des communicateurs de ce samedi 3 mai 2025. Nous avons reçu autour de ces plateaux des invités qui vont essayer d'épiloguer un juriste. D'abord, il s'agit bien de Peniel Bosenga qui va éclairer les lanternes de notre public. Je sais que vous êtes nombreux qui nous suivent en ce net moment, mais aussi Paul Tshisekedi qui est économiste et aussi acteur politique en République démocratique du Congo. Bienvenue encore une fois de plus. Merci, ça va très bien. Merci vraiment de m'avoir honoré encore une fois de plus. Je pense que ça a toujours été notre logique idéale de parler toujours la République. De parler toujours la République démocratique du Congo. Évidemment. Exact. Alors Paul, vous gardez la parole. Oui. Vous le savez comme tout le Congolais, ce qui se passe actuellement dans le pays. Il y a des initiatives de part et d'autre. Ça a commencé par Rwanda. Maintenant, nous avons l'initiative de Doha avec entre les gouvernements congolais et aussi les rebelles du M23 qui sont aussi qui entament aussi un processus pour arriver à une paix durable. De l'autre côté, vous avez les Rwandais, les vrais commanditaires, accusés par Kinshasa parce que c'est évident, qui aussi de son côté, les 2 ministres des Affaires étrangères, il s'agit de celle de la RDC et celui du Rwanda, vont pouvoir, c'était prévu qu'ils signent cet accord de paix durable le 2 mai, mais ça a été reporté. Comment avez-vous reçu cette nouvelle et que pensez-vous de ces reports brisques qui est intervenu de manière un peu brisque? Ouais, Jonas, tout d'abord, je dirais toutes les initiatives qui portent pour la paix et pour sauvegarder notre unité, soit la souveraineté de notre pays, je pense que toutes ces initiatives sont bonnes. Elles sont bonnes lorsqu'elles sont sérieuses ou les 2 parties prenantes sont sérieuses dans ces genres d'initiatives, tout comme dans ces genres d'accords. Vous allez comprendre que l'initiative empruntée par le Qatar, soit sous la médiation du Qatar, cette initiative, c'est un fruit d'un travail diplomatique qui a réuni tout d'abord les 2 présidents, où l'un ne voulait pas à ce que on se retrouve à table tout en nous envoyant toujours la coquille vide qui est aujourd'hui les rebelles du M23. Ça, c'est le président Tshisekedi qui ne voulait pas discuter avec les patins. Non, c'est les présidents Kagame qui ne voulaient pas venir à table. Pourtant, le président Tshisekedi était partant à ce qu'il y ait une discussion entre lui et son homologue rwandais. Vous allez comprendre que si aujourd'hui nous sommes arrivés à ce que les 2 présidents se rencontrent, c'est-à-dire il y a eu quand même un élément de confiance,
dont les deux parties prenantes ont donné à la médiation qui est sous couvert du président ou soit du roi du roi du Qatar. Vous allez comprendre que non, dans cette initiative, tout comme dans ces processus, il y a déjà un élément intéressant, un élément crucial qui est la confiance des deux parties prenantes. C'est-à-dire, les deux parties prenantes se sont conviées à se retrouver sur la table. Et donc, de notre côté, en tant que Congolais, nous n'allons pas aussi accorder aussi beaucoup plus de crédit à ces initiatives, parce qu'on sait très bien que ce n'est pas aussi une première fois que la République s'est engagée dans la signature de plusieurs accords de paix dans notre pays. Et donc, qui par la suite démontrent leur inefficacité, parce que ce n'est pas la première fois, comme vous l'avez dit. Évidemment. En 2009 était intervenue aussi la signature d'un accord, et cet accord entre, je crois bien, CNDP à l'époque. Évidemment. Et aujourd'hui, nous avions eu en 2013 la résurgence du M23, les anciens membres de CNDP qui réclamaient, qui revendiquaient le non-respect de cet accord-là et qu'ils devraient à nouveau faire la guerre à la nation. Donc voilà pourquoi d'ailleurs... Est-ce que les dispositions sont prises cette fois-ci pour que ces rebelles ne se rebuffent pas dans les futurs? Voilà pourquoi je répondrai aussi à votre question, celle liée au report de la signature. En fait, on ne peut pas s'engager à signer autant que les analyses ne sont pas faites de manière cohérente. C'est-à-dire, il faut analyser l'accord, il faut comprendre d'abord les principes des paix en question. Il s'agit de quoi? Parce qu'on ne peut pas hypothéquer tout comme brandir quelque chose qui nous appartient pour une paix limitée. En fait, on doit s'assurer qu'aujourd'hui, la paix dont on a besoin, elle sera durable et elle va permettre à ce que la sous-région soit stabilisée. Parce que du fait qu'il y a insécurité dans la partie est de la RDC, c'est là d'ailleurs engendre aussi l'insécurité dans la sous-région. C'est-à-dire, on doit s'assurer que cette sécurité dont la RDC s'est engagée aujourd'hui de signer un accord de paix doit suivre d'une paix durable qui va aussi permettre une stabilité énorme dans la sous-région. Paul, mais vous avez évoqué un élément important en parlant en disant que la garantie de la sécurité dans la partie Est est aussi la garantie de la sécurité dans la sous-région. Évidemment. C'est dans cette lignée, c'est sur cet angle-là que les évêques travaillent, parce qu'ils l'ont intitulé « Pacte pour la paix et le vivre ensemble dans les pays dans la région des Grands Lacs ». Mais on a comme l'impression que les gouvernements ne s'y intéressent pas et qu'ils prêtent plus attention dans les processus qui se font à l'intérieur du pays. Jonas, je suis censé répondre avec beaucoup de cohérence à cette question parce que, vous savez, la logique, tout comme l'initiative du CENCO et ECC, elle est bonne sur le plan forme. Mais peut-être sur le plan fond, elle peut poser aussi quelques lacunes. Du fait que la CENCO et l'ECC ont donné leur position, ont plus une position opposante au régime. Cette position va devoir créer une frustration, surtout comme un conflit d'intérêts entre les membres de la CENCO et l'ECC et aussi les pouvoirs en place. C'est-à-dire, si jamais la CENCO en tant qu'église ayant une mission prophétique devrait avoir au moins une ligne nette pouvant permettre maintenant à ce qu'il y ait l'église se comporte en opposition. En opposition, c'est ce que je comprends avec. C'est d'ailleurs ce qui pose problème avec les pouvoirs en place. Les pouvoirs en place pensent que la CENCO et l'ECC ont plus adopté une position au niveau de disons une position opposée au régime. C'est comme ça que cela risquerait de poser quand même quelques différences ou soit un conflit d'intérêts entre les deux parties. Merci beaucoup, Paul. Merci beaucoup, Jonas. Première prise de parole. Peniel, c'est votre tour. Vous allez rebondir, continuer un peu avec l'analyse, la conclusion de Paul. Peniel, pensez-vous aujourd'hui qu'il y a crise de confiance entre les gouvernements congolais et les CC-CENCO dans cette initiative déclenchée pour la paix et le vivre ensemble dans le pays? Oui, merci encore une fois de plus, cher Jonas. Déjà, vous allez vous rendre compte que le problème avec le CENCO,
Et les CC aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que c'est un problème d'intérêt, c'est un problème de conflit. Je dirais que l'église n'est plus au milieu du village, comme on pensait avant. C'est ce qui a fait en sorte que... Oui, c'est ce que je suis en train de dire. C'est là fait en sorte qu'aujourd'hui, les gouvernements ne puissent plus avoir une confiance parfaite à l'église que l'on pensait avoir. Mais l'église a toujours été du côté des faibles. Les faibles sont considérés comme la population, oui. Les faibles considérés comme la population de manière générale, parce qu'on considère qu'il y a une partie des Congolais qui sont au pouvoir, ce qui est légitime, et que de l'autre côté, vous avez la population qui subit les souffrances du manque d'efficacité de ceux qui sont au pouvoir. C'est comme ça que dans ces prises de position, des paroles, par exemple, l'Église est censée être du côté des faibles et les défendre. Ça ne veut pas dire forcément qu'ils sont opposés au gouvernement. C'est ce que j'ai dit. L'Église, quoi, la population n'est pas forcément opposante. C'est pas toute la population qui est opposante. C'est ce que je dirais. Non, c'est pas toute la population. Ici, le problème, c'est qu'il y a une catégorie, il y a un type d'opposants qui sont là pour dire non à tout ce que les gouvernements en place, les régimes en place puissent faire ou peuvent faire. Alors, le problème avec l'Église aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que les CC et d'autres, ils sont là, non pas pour chercher à résoudre le problème qui se passe vraiment dans la République démocratique du Congo, mais plutôt pour chercher, n'est-ce pas, à donner leur place, à choisir, n'est-ce pas, une place à y être. Vous allez vous rendre compte que le CC aujourd'hui ne joue pas vraiment son vrai rôle. Ah, maintenant, comment est-ce qu'il voudrait que nous puissions lui donner, ou bien lui faire confiance? C'est ça même le problème. Moi, je pense que si on ne tient pas vraiment compte de ces pactes-là, c'est parce que, en retournant d'abord à l'étymologie, à la genèse, à l'origine, n'est-ce pas, de ces pactes-là. Quand est-ce que ces pactes-là interviennent? C'est lorsqu'il y a des avancées diplomatiques. C'est en sérieux. Avant, ils n'avaient pas fait cela. Nous sommes ici avec vous, nous le voyons. Lorsqu'ils ont vu que non, les Doha, on arrive à Doha, les Qataris, ils sont en train de chercher quand même à résoudre le problème. Et les autres, ils viennent maintenant faire, comme on dit, qu'on fout la caca comme pépé, pour nous faire voir qu'ils sont là aussi pour nous, ils veulent aussi la paix. Non, depuis longtemps, ils étaient où? Mais pensez-vous qu'il est possible aujourd'hui de trouver une paix durable tout en mettant de côté certaines dynamiques internes? Je parle des opposants d'abord, et aussi tout en écartant l'Église. Vous croyez qu'une paix durable pourrait ainsi arriver? Oui, je le crois, malgré que c'est un peu difficile, mais je le crois parce qu'aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que nous avons une guerre, un conflit d'intérêts. Je répète. Pourquoi? Parce que vous allez vous rendre compte, même les gens qui viennent pour nous aider dans des négociations, ils sont là pour leurs intérêts. Washington, Qatar, le Qatari et le Washington, vous allez vous rendre compte qu'ils sont en coopération. Le Washington, où les États-Unis envoient le Doha pour venir chercher, n'est-ce pas, à nous unir. Pourquoi? Parce qu'ils ont le fond, notamment en République démocratique du Congo et aussi au Rwanda. Lorsque le conflit persiste, ils ont aussi du mal, n'est-ce pas, avec leurs fonds, avec un revenu. C'est pourquoi ils veulent que nous puissions être en accord pour pouvoir, pour qu'ils puissent continuer avec ce qu'ils étaient en train de faire. Alors, nous pensons que ici, pour résoudre ces problèmes, il faudrait d'abord, à l'interne, nous puissions vider l'affaire. Parce que vous allez vous rendre compte que le droit a été reporté. Entre-temps, à l'interne, parlons de l'interne. Oui. À l'interne, il y a le président Tshisekedi qui accuse Joseph Kabila d'être commanditaire, lui et Paul Kagame, d'être commanditaire de M23/AFC. Ok. Mais aujourd'hui, actuellement, il y a même une décision. En fait, il y a un communiqué du ministre de la Justice qui n'est pas juge, mais qui a ordonné la saisie des biens de Joseph Kabila et que selon lui, tous les biens de Joseph Kabila sont répertoriés. Il faut que ces biens-là soient saisis. Okay. Pensez-vous que dans ce climat-là, Kabila pourrait rejoindre le gouvernement? En fait, pourrait aussi s'impliquer, parce que c'est un acteur majeur, c'est un ancien président, pourrait s'impliquer dans ces processus de paix, alors qu'il est mis mal à l'aise dans son propre pays. Non, il n'est pas mis mal à l'aise. Il s'est mis mal à l'aise. Avec Kabila, là, on le dit, on n'a pas peur, parce qu'il devrait jouer ce rôle-là depuis longtemps. Ce n'est pas maintenant qu'il doit jouer son rôle. Non, il était là, qu'est-ce qu'il faisait comme ancien président de la République? On doit se le dire. Kabila était là, il partait, il voyageait, il faisait tout ce qu'il pourrait faire. Un ancien président de la République qui séjourne 2 fois à Goma, au site Kivu,
aux endroits qui sont même aujourd'hui pris. Ça n'a pas été prouvé. Bon, ça n'a pas été prouvé, bien sûr. Mais on a quand même des informations. Il y a quand même des pièces qui prouvent à suffisance qu'il a mis ses pieds là-bas. Rien n'a été prouvé jusque-là. Moi, j'ai des vidéos. Oui, après, je pourrais vous brandir mes vidéos. Vous allez voir que c'est lui. Il aurait fallu nous les donner avant, comme ça tout le monde verrait. C'est ça le problème. Il faisait des tours là-bas. Vous voyez, il faisait des tours là-bas. On a de preuves à brandir, malgré que les preuves ne sont pas encore suffisantes. Vous voyez, ils ne les font pas pour faire, non. Le ministre, quand il voit que non, ça ne va pas, il doit agir. C'est pour cela qu'ils sont en train d'agir. Kabila, il n'est pas mis en écart. Mais il s'est mis en écart. Il y a certains qui pensent aujourd'hui que le président Tshisekedi, cet accord, au fait, la médiation sollicitée auprès des États-Unis par le président Tshisekedi serait une sorte de vente de nos minéraux. Comment? Bon, si ça serait une sorte de vente de nos minéraux, alors la médiation, la négociation qu'eux veulent, hein, ce n'est pas une sorte de vente de nos minéraux depuis longtemps parce que ça se passe déjà. Parce qu'on sait, non, là maintenant on sait que c'est à l'interne. Parce que, rappelez-vous, tous les présidents, je crois bien ça doit être à une réunion à l'Union africaine, avaient juré de ne trouver que des solutions africaines aux problèmes africains. Mais aujourd'hui, nous, Congolais, semblons avoir des regards beaucoup plus vers les États-Unis qui, selon certains opposants, viendraient seulement piller les ressources naturelles de notre pays parce que vous avez épinglé l'intérêt qu'ils ont à investir dans la paix en République démocratique du Congo et que ces gens-là ne pourront pas apporter aussi une solution comme nous l'attendons. Nous, on se pose la question là-dessus, à qui faire confiance à l'interne? Parce qu'on a fait confiance aux miens, ou aux nôtres, je dirais. Mais jusque-là, ils nous trahissent. Matin, midi et soirée, on le voit. Si vous ne le voyez pas, moi, je le vois. Les évêques trahissent. Et tous. Parce que vous allez vous rendre compte que si jusqu'à présent rien ne marche, c'est entre nous. Ce n'est pas d'abord l'extérieur. L'extérieur vient après. Quand est-ce que l'extérieur intervient? C'est quand vous voulez donner la solution devrait venir. Parce que vous avez un problème interne. Je ne sais pas s'il faut trouver un problème interne, la solution au problème interne à l'extérieur. Bon, on se demande aussi. La solution au problème interne. Il y a un problème interne. Vous êtes opposant. Parce qu'il y a un problème interne, vous devenez rebelle. Comment est-ce qu'on va résoudre ces problèmes? Non, on doit se les dire. Parce qu'on vous a confisqué une maison, vous devenez rebelle. Vous partez tuer les vôtres. Le problème, c'est la confiscation aussi. Bon, quand est-ce qu'on confisque? Quand est-ce qu'on saisit? On peut saisir les biens de tout individu. Ce n'est pas seulement des opposants. Mais ici, lorsqu'on est opposant... Mais il y a une procédure pour ça. Oui, mais il y a des procédures. Ici, le problème, c'est quoi? Lorsqu'il y a une saisie, les gens sont en train... les gens commencent à donner... comment dirais-je? Commencent à critiquer, selon eux, croyant qu'il n'y a pas eu de procédures. Non, il y a des procédures qui sont secrètes. Il y a des procédures qui sont secrètes, vous ne saurez pas directement en saisie. Mais avant, il y avait des procédures qui ont été secrètes, nul n'a su. C'est ça le problème avec nous ici. Loin de la politisation de la situation, vous êtes défenseur judiciaire. Et on peut les constater à travers la qualité de vos interventions. Pour Nanga, nous pouvons comprendre parce qu'il est directement lié au groupe rebelle et qu'il coordonne les activités de rebelles. Tout à fait. Et dans les soucis de respecter les droits internes, il y a eu une procédure de mise en accusation, je ne sais pas. Tout à fait. Il a été jugé et condamné. Et la décision du juge est tombée selon laquelle on a ordonné la saisie de ses biens. Il y a eu la mise en vente en enchère et consorts. Quand même, on a vu un procès organisé autour de cette question. Mais pour Kabila, il n'y en a pas eu. Comment est-ce qu'un ministre de la Justice est censé ordonner la confiscation, la saisie des biens d'un individu qui, du reste, n'a pas été jugé? Est-ce que le ministre, au regard du droit? C'est ce qu'on dit. Le ministre n'en a pas compétence. Il ne peut pas le faire. Mais il peut donner injonction, n'est-ce pas, à l'organe compétent. S'il donne injonction à un magistrat, par exemple, du parquet, pour que ces derniers puissent procéder, n'est-ce pas, aux procédures, aux poursuites normales pour arriver à saisir. Où est le mal? Donc, mais on comprend que c'est ça le problème. C'est d'abord les poursuites. Tout à fait. Ensuite,
En cas de culpabilité, en cas de culpabilité, saisie dans les cas selon l'intime conviction du juge. Tout à fait. Mais comment un ministre de la Justice peut ordonner cette saisie des biens? C'est là où ça fâche. Non, c'est ça. Moi, je trouve ça louche et je ne l'accepte pas. Mais moi, je pense que lui, il ne s'est pas levé un bon matin. Il dit, allez, saisissez, les gens sont pas allés, ils ont saisi directement. Là, je n'ai pas suivi ça. Hein? C'est ce que j'ai dit. Je n'ai pas non plus suivi ça. S'il a donné injonction aux procédures normales pour aboutir maintenant aux saisies, la procédure normale, lorsqu'ils trouveront, ah là, ça va. C'est quoi la procédure normale? Celle qu'on avait fait pour Nanga. C'était au vu aussi de tout le monde. C'est ce que j'ai dit. Est-ce qu'on a saisi les biens des Kabila? Vous avez vu ça, vous avez des preuves. On a tout saisi. En tout cas, les communiqués étaient clairs dessus. Hein? C'est ça maintenant le problème avec nous. Là, vous dites que le communiqué est clair là-dessus. Mais quand je viens de vous dire que Kabila était là au Rwanda, vous dites que non, il n'y a pas de preuves. Non, mais il n'y a pas de preuves. La preuve, c'est les communiqués qu'on a. Qu'on a saisi, vous avez vu qu'il y a eu des gens qui ont opéré la saisie de tous les biens. Il y a eu une décision. C'est-à-dire que le reste peut suivre. Il y a une décision, mais l'exécution. Lui, il n'exécute pas. C'est un ministre. Je vous dis, le ministre de Justice est avant tout un politique. C'est le pouvoir exécutif qui les nomme là, ce n'est pas le pouvoir judiciaire. Il donne en fait ces ordonnances, c'est quoi? C'est peut-être pour vous faire peur. Oui, mais qui exécute? Donc il nous fait peur. C'est ça, est-ce qu'on a exécuté? Moi je suis là maintenant. Donc, il n'est pas là pour exécuter, il n'exécute pas. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, c'est grave. Donc vous voulez nous dire aujourd'hui que tout ça, c'est un show? Bon, et qu'il fait peur aux gens. Je n'ai pas dit que c'est un show. Je dis peut-être. Ça pourrait être ça le cas. Les opposants appellent le populisme. Bon, non, je ne sais pas ce que moi je dis. Hein. Ça pourrait être le cas. Vous, maintenant, vous devrez voir si on a exécuté. Vous voyez, il y a une ordonnance. Est-ce qu'on a exécuté? Le problème, c'est l'exécution. Est-ce qu'on a saisi les biens des Kabila? Si on l'a saisi, eh bien là, vous pouvez critiquer. Mais si on n'a pas saisi, on attend les procédures normales. Parce que vous, c'est ça. Mais tu vas avoir éclairé les camps de Joseph Kabila qui pense que cette décision pourrait aboutir. C'est ça le problème. Mais en comprenant très bien, en vous entendant très bien, on comprend que ça n'aura aucun effet. Non. Merci Peniel Bosenga pour beaucoup. Cet éclaircissement. Avec une première prise de parole très chaude. Je reviens chez vous, Paul. Oui, Jonas. Vous avez suivi comment les choses se passent. Que pensez-vous de cette posture du gouvernement aujourd'hui qui a accepté de discuter avec les patins? Bon, tout d'abord, une discussion directe avec les patins, moi je trouve que non, dans la logique, le gouvernement n'a pas emprunté une discussion directe avec les patins, mais plutôt le gouvernement ses avancées sont allées dans le sens directement de discuter avec les responsables, les commanditaires de cette crise. Vous allez comprendre. Il y a des représentants de Nanga à Doha et ceux du gouvernement congolais. Jonas, vous allez comprendre que les représentants de cette coquille, de cette rébellion sont intervenus juste après la rencontre du président Tshisekedi et celui du Rwanda. Avec celui dont il avait juré ne plus rencontrer sur terre jusqu'au sacrifice suprême. Vous allez comprendre que la gestion étatique d'un pays n'est pas un simple fait. On peut agir aujourd'hui et gérer sur une décision, mais lorsqu'il s'agit de millions et des millions de Congolais qui perdent la vie, mon frère, il faut revoir, il faut faire une reculade afin de pouvoir rebondir. Mais en prenant cette décision-là, le président ne savait pas que les Congolais mouraient. S'il savait, mais quelqu'un qui ne voulait pas au fait le rencontrer, voulait à ce que... Kagame ne voulait pas, ou c'est le président qui ne voulait pas? Au fait, c'est lui-même qui a déclaré ouvertement qu'il ne le verra pas. Au fait, le président Tshisekedi avait dit que je ne les verrai pas au moment où le président du Rwanda ne voulait pas que nous procédons à un accord de paix. Parce que l'objectif de l'accord de l'accord qui voulait être signé en Angola, c'était qu'il y ait une paix durable entre les deux parties prenantes. Je pense que aujourd'hui, les principes de paix qui seraient signés entre la RDC et le Rwanda, c'est juste une suite logique de tous les accords qui auraient dû être signés ici entre la RDC et le Rwanda sous la médiation de l'Angola et du Kenya. Donc vous allez comprendre qu'il y a eu juste échec. C'est comme ça que les USA, c'est-à-dire les États-Unis et les Qatar,
ont utilisé la même logique à pouvoir maintenant permettre aux deux parties prenantes de discuter afin de trouver une paix durable dans la sous-région ainsi que dans la partie est de la RDC. C'est-à-dire, la logique serait d'entretenir une discussion directe avec les responsables de la rébellion, qui d'abord, moi je dirais, c'est les Rwandais. Les responsables de cette rébellion, c'est les Rwandais. Ce n'est pas d'abord Nanga, tout comme Bissimo et les autres. C'est d'abord les Rwandais. Parce que c'est les Rwandais qui fournit les armes, c'est les Rwandais qui financent la rébellion dans la partie est. C'est-à-dire, quand on a une discussion directe avec les responsables, les commanditaires de cette rébellion, vous allez comprendre que non, même les patins n'auront plus un mot à dire face à cette crise. C'est-à-dire, ils seront sous l'emprise de leurs commanditaires. C'est-à-dire, lorsque le Rwanda sera mis à pied, même les patins n'auront plus la possibilité d'avancer. Voilà pourquoi même il y a des petits, disons, il y a une accalmie, disons, il y a une petite paix. J'ai dit une portion de paix, c'est-à-dire il n'y a pas de crépitement de balles et tout qu'on sort ces derniers temps. Tout ça, il y a la calmie dans une paix. Pas une paix, dans la logique où les commanditaires est sous l'emprise, le commanditaire est bloqué au fait, il ne sait plus avancer. Voilà pourquoi les patins n'arrivent plus à commettre de bavures. C'est-à-dire, lorsque nous allons avoir une discussion directe avec le responsable, c'est là qui commandite la rébellion, tout comme la guerre dans la partie Est, vous allez comprendre que non, nous allons arriver à dénicher une paix durable dans la partie Est. Paul, vous savez aussi... Les médiateurs désignés, les présidents togolais, dans ces négociations entre le Rwanda et la RDC aux États-Unis, a prononcé cette phrase. La paix n'est pas un acte précipité. Elle est le fruit d'un dialogue sincère, patient et exigeant. Donc, aujourd'hui, nous pouvons dire que les temps, les délais de 2 mois accordés à la RDC et au Rwanda pourraient permettre aux institutions au niveau local d'examiner les textes qui feront objet de l'accord. Oh, mais Jonas, c'est tout à fait normal parce qu'il s'agit bel et bien de la souveraineté d'un pays. On ne peut pas se précipiter à signer un accord de paix sans toutefois l'analyser. Il faut l'analyser en profondeur, en âme et conscience. Voilà pourquoi je vais plutôt taxer quelques mots de manière négative au régime passé. Parce que, vous savez, l'accord qui a été signé en 2009 et puis en 2012, c'était un accord précipité. Un accord qui n'a pas été analysé. Vous allez vous rappeler que même les médiateurs avaient posé, ça c'est juste une petite parenthèse, les médiateurs avaient posé la question aux responsables, ou soit à la délégation congolaise, si vraiment la délégation congolaise avait, ou soit pouvait signer cet accord. C'est-à-dire, il y avait disons, des contours dans cet accord que même la délégation congolaise n'arrivait pas à comprendre. Voilà pourquoi il faut toujours avoir le temps d'analyser un accord de paix. Lorsqu'on s'engage à signer un accord de paix entre deux parties, c'est-à-dire des États, il faudrait l'analyser en âme et conscience parce que cet accord, c'est un accord, disons, intergénérationnel. Si aujourd'hui on s'engage à signer un accord qui va détruire les générations futures, allez-y comprendre que non, c'est une trahison. C'est-à-dire qu'il faut s'engager à signer un accord qui va garantir même une paix durable aux générations futures. Voilà pourquoi il faut l'analyser en âme et conscience, comprendre même les contours de cet accord. Mais en parlant du dialogue, vous pensez qu'il faut seulement discuter avec les Rwandais, les M23, mais exclure l'opposition parce que le problème est multidimensionnel. Mais parce qu'à l'instant, nous avons besoin en RDC d'une paix holistique. Jonas, je vous pose une question directe. Pourquoi le gouvernement ne s'intéresse pas à inclure l'opposition dans cette dynamique? N'avez-vous-t-il pas vu qu'il y a eu des consultations? Est-ce que l'opposition avait pris l'initiative de rejoindre... les consultations, c'est pour le gouvernement d'Union nationale, Paul. Quand on dit Union nationale, est-ce que... Le gouvernement, on n'a pas exclu personne.
même ceux-là qui vont faire partir de ces gouvernements, même ceux-là qui ne feront pas partie de ces gouvernements, mais juste, ce sont des consultations, tout d'abord, qui ont un objectif. L'objectif principal de ces consultations, c'est d'abord l'union nationale. Proposer, face à la crise, qu'est-ce qu'on peut faire? Quelles sont les solutions que vous proposez? Non, c'est une logique. Non, c'est ça la logique d'ailleurs. Parce que quand les opposants disent que non, ils sont mis à l'écart. C'est-à-dire c'est eux-mêmes qui ne veulent pas rejoindre les options, mais utiliser soit les initiatives prônées par le régime en place. Je vous relance, Paul. Oui, Jonas. Les consultations ont été initiées par le président de la République. Évidemment. En vue de la constitution d'un gouvernement d'union nationale. Ce n'était pas pour rechercher la paix. Je ne sais pas si le gouvernement d'union nationale a pour objectif rechercher la paix. Non, non, non. Jonas, je fais encore une petite reculade. Vous allez vous rendre compte qu'en 1961, il y a eu un gouvernement qu'on appelait le gouvernement Adoula. Le gouvernement Adoula était issu juste des conclaves de l'Ovanium. Pourquoi le gouvernement Adoula? C'est-à-dire, juste après l'indépendance, il y a eu tellement de conflits énormes. C'est-à-dire, le président en place pensait que pour mettre fin à ces conflits, à cette crise, il a fallu prôner l'union nationale. C'est-à-dire, c'est comme ça qu'il y a eu conclave de l'Ovanium. C'est après conclave de l'Ovanium qu'il y a eu formation du gouvernement Adoula. C'est pour vous dire que non, l'objectif de ces consultations, c'est d'abord réunir tous les acteurs politiques, tous les acteurs de la société civile, c'est-à-dire tout Congolais, pouvant aussi permettre à ce qu'il y ait une paix d'abord, ou soit une cohésion nationale, une solution interne. Cette solution interne est issue maintenant de ces consultations. C'est comme ça que l'opposition devrait prendre part à ces consultations, même si elle n'allait pas participer à la formation du gouvernement, mais ne fût-ce que proposer, donner des solutions face à l'agression dont la République démocratique du Congo fait face. C'est-à-dire, lorsque eux-mêmes se disent que aujourd'hui nous sommes écartés, c'est parce qu'eux-mêmes ne veulent pas prendre part aux initiatives prônées par les régimes en place, Jonas. Qu'on se le dise, on ne peut pas commencer à tarauder sur la même question au moment où la même opposition ne veut pas prendre part aux initiatives que les régimes en place est en train de mettre pour trouver une paix durable au niveau interne. Apparemment, cette opposition ne veut pas participer au gouvernement d'union nationale, vu que ça a été dit clairement que nous allons procéder aux consultations et à l'issue de ces consultations, au terme de ces consultations, il y aura la formation d'un gouvernement. Ils ne veulent pas le partage du gâteau. Voilà ce qu'ils ont dit je vous lis ce qu'ils ont dit dans leur déclaration. Parce que tout le monde se met d'accord sur la recherche de la paix et de la stabilité et la sécurité de notre pays. Ils disent ceci, au point 8, et le dernier. Exhortons instamment les responsables des autres initiatives majeures, notamment celles de l'Union africaine, Doha et Washington, à apporter un appui résolu à l'initiative ECC-SENCO et à œuvrer dans un esprit de concertation et de synergie à l'établissement des mécanismes efficaces de coordination entre elles dans l'intérêt de la stabilité du Congo et de la paix durable au Congo et dans la région des Grands Lacs. C'est-à-dire que tout le monde veut un dialogue. Et qu'au niveau interne, il s'est fait que le gouvernement met beaucoup plus d'intérêt sur ce qui se passe à l'extérieur qu'à l'intérieur. Jonas, il faudrait comprendre que cette guerre, elle est multidimensionnelle. Ce n'est pas juste une guerre qui est aujourd'hui, ou soit qui est un fruit tout comme lié à une gestion interne tout consort. Non, non. Cette guerre, elle est d'abord multidimensionnelle. Si aujourd'hui les gouvernements empruntent le chemin disons d'utiliser plus l'extérieur, c'est parce que le gouvernement a compris que d'abord, au niveau interne, nous n'arrivions pas à nous mettre en accord avec toutes les parties prenantes. C'est-à-dire, même l'opposition elle-même, elle ne veut pas participer aux initiatives prônées par le régime en place. Voire même ce qui se met parfois au sens opposé au régime en place. C'est-à-dire, le régime en place ne peut pas seulement se limiter à se contenter des initiatives prônées par l'opposition, tout comme l'ECC. C'est-à-dire, il faut aussi envisager
des dimensions externes. C'est-à-dire, autant que cette guerre, cette crise, elle est multidimensionnelle, il faut utiliser aussi toutes les stratégies possibles pour trouver des solutions aussi durables. On ne peut pas seulement se limiter à dire que bon voilà, on va toujours considérer les solutions, tout comme les recommandations prônées par l'opposition, et négliger ou soit rejeter les recommandations issues de l'extérieur, sachant bien que non, cette guerre elle est multidimensionnelle. Merci Paul. Merci beaucoup Jonas. La guerre est multidimensionnelle. Vous suivez, fidèles téléspectateurs, Écho de l'école des communicateurs sur la chaîne de l'excellence et du professionnalisme, c'est CML13 Télévision. Bienvenue, vous êtes dans un beau cadre. Restez avec nous toujours. Maintenant nous commençons à descendre. Paul, j'ai voulu le troisième paragraphe de cette même déclaration de l'opposition qui dit ceci. Considérant qu'en affirmant l'abandon de la solution militaire et l'engagement en faveur d'une solution diplomatique et négociée par leurs signataires, la déclaration conjointe République démocratique du Congo AFC-M23 en date du 23 avril 2025 et la déclaration des principes entre la République démocratique du Congo et le Rwanda en date du 25 avril 2025 représente une avancée significative, mais qu'elle ne constitue pas pour autant une base suffisante pour une solution définitive et durable de la crise, vu qu'elle n'en aborde que les aspects extérieurs et militaires, au demeurant en défaveur de la République démocratique du Congo. Vous avez bien saisi ce que je disais, je venais de lire tout à l'heure. Donc, les opposants fustigent le fait que lorsque le gouvernement tourne son regard vers l'extérieur, ce n'est pas, vous l'avez tous reconnu ici, une base suffisante pour la paix durable dans notre pays. Que pensez-vous? Bon, ils ont donné la base suffisante pour la paix. La base suffisante, selon eux, selon l'esprit de ces communiqués, ouais, c'est d'intégrer ouais, toutes les branches possibles. C'est-à-dire, notamment solution aux problèmes militaires, parce qu'il y a la guerre, il y a des gens qui meurent, ainsi de suite. Solution diplomatique au niveau extérieur, avec les pays agresseurs, les Rwandais, ce qui est déjà bien. Mais qu'au niveau interne aussi, il y a des problèmes qu'il faut résoudre. C'est que le gouvernement ne veut pas aborder. C'est ça, c'est l'esprit de ces paragraphes. Ils n'ont pas vu cela aujourd'hui. D'ailleurs, moi, je vais vraiment entrer dans le bain du sujet. Okay, parce que ces communiqués-là, je ne sais pas. Aujourd'hui, vous allez vous rendre compte qu'il y a 4 personnes qui demandent les dialogues internes, notamment le grand maître. Il y a un grand maître et c'est 3 petits ninjas. Les 2 cas, il y a un cas qui est là, il est le grand maître, et les 3 petits ninjas qui veulent aujourd'hui venir. Joseph Kabila. Tout à fait. Kabila est aujourd'hui là. C'est lui le grand maître. C'est ça le problème. C'est lui qui pousse, c'est lui qui nous booste. Non, mais c'est celui-là que vous accusez être derrière les M23. C'est là où moi je suis. Mais il est là pour la solution pacifique. Les 3 petits ninjas et lui. Pourquoi ils sont venus aujourd'hui lorsqu'ils ont vu que non, il y a des avancées significatives à ce qui concerne la diplomatie vers les Doha et le Washington. Depuis longtemps, ils étaient où? Kabila était où? Quand Kabila faisait ses voyages, et là-bas, il y avait du sang qui coulait. Moi, je vous pose la question, Kabila était où? Non, pour moi, Kabila devrait aller négocier intérieurement avec Kagame. Là, vraiment, je suis clair. Parce que ces 3 personnes-là, Katumbi, Délice Sanga et Fayulu, on les avait voulu. On les avait voulu ici lorsqu'il y a eu une consultation. Vous vous dites que non, la consultation, c'est pour le gouvernement national, oui. Mais quel est l'objectif? N'est-ce pas, on veut l'idée de tout et chacun. Parce que ces gouvernements-là pourra nous aider au conflit qui nous faisons face aujourd'hui. Vous pensez vraiment que le gouvernement d'Union nationale pourrait aider? Pourrait aider parce que tout le monde pourrait... Oui, tout le monde pourrait prendre place. Moi, j'ai vu un opposant. Le professeur Théodore Ngoy, il a été présent, que je salue en passant. Il a été présent où? Aux consultations? Oui, aux consultations. C'était un opposant. Vous l'avez vu le jour de, comment dirais-je,
devant la Cour constitutionnelle. Hein, il n'était pas d'accord avec les résultats de la CENI. Mais il était là ces jours-là. Il a parlé du problème de l'Est de la République démocratique. Il a dit qu'on devrait être unis. Qu'est-ce qu'il représente, lui, vous voyez, à l'opposition? Non, il est un grand parti politique. J'oublie les noms des... Non, bon, ici, on parle d'abord du parti. Tous les partis. Parce que je connais même 5 cadres de son parti. Non, moi je dis ceci, hein, tous les partis sont égaux. Nous lisons la loi de 2004, nous savons. Ils sont tous partis politiques. Il est un grand parti politique selon lui, parce qu'il a été à 2 reprises candidat président de la République. Et il a été avec Fayoulou. Hein, là, vous n'allez pas vraiment aller à côté. Ils ont été avec Fayoulou lorsqu'ils étaient contre le résultat. Mais aujourd'hui, il a été présent. Pourquoi Fayoulou n'était pas là? Pourquoi Delis Sesanga n'était pas là? Pourquoi Katoumi n'était pas là? Vous voyez, maintenant, aujourd'hui, Kabila, vu qu'avec Moutamba, il y a vraiment des shows. Il y a des shows, il a peur pour ces biens-là qui seront saisis. Il dit non, je dois venir avec mes 3 petits ninjas et moi-même demander un dialogue à l'interne. Peut-être ils auront, n'est-ce pas, pitié de moi. Là, on dit non. Kabila doit négocier avec Kagame. Moi, vraiment, personnellement, j'ai dit non. S'ils veulent négocier, lui, il négocie avec Kagame. Les autres, là, ils veulent négocier avec nous aujourd'hui lorsqu'il y a des avancées. Non, on termine d'abord jusqu'à la fin. Si Doha et Washington ne tiennent pas, vous pouvez venir. Mais maintenant, là, on a déjà des avancées significatives. Nous ne voulons pas que ces gens-là puissent revenir encore nous embrouiller. Là, vraiment, merci, Paul. Mais je voudrais, avant de chuter, que nous puissions prendre un tout petit sujet. C'est pas costaud, c'est pas petit, mais c'est un sujet très important pour les Quinois. Il s'agit, à ces jours, des embouteillages monstres créés au-delà de tout ce qu'on peut évoquer en termes de mauvaise conduite, non-maîtrise du code de la route. Tout ce qu'on peut évoquer, il y a un manque criant d'infrastructures routières. Il n'y a pas de route, il y a des nids de poules presque partout. Ça occasionne aussi des embouteillages, Paul. Au-delà de tout cela, il y a un problème d'urbanisation, de curage des caniveaux. Il y a un problème sérieux qui fait que les caniveaux sont bouchés, les eaux de pluie débordent, ça casse des ponts. Il y a un problème sérieux au niveau de l'avenue qui venait à peine d'être construite. Ilengesa. Il y a un pont là, non loin de l'avenue Ngiringiri. Il y a un pont là qui est presque détruit par les récentes pluies. Donc il y a un problème très sérieux. Et les autorités de la ville semblent être démissionnaires dans ce secteur-là, Paul. Jonas, tout d'abord, c'est avec un grand regret, surtout que je vais aborder cette question parce que la fluidité routière pose un problème, les problèmes des transports, un casse-tête à Kinshasa, les gens ne savent plus comment se déplacer, la mobilité, tout. Donc, sincèrement, c'est vraiment un ras-le-bol pour le peuple quinois. Mais seulement, je dirais que les responsables de la ville sont démissionnaires. Tout d'abord, je m'attaque plus au numéro 1 de la ville, Daniel Bumba, parce que je ne peux pas admettre que je sois numéro 1 de la ville et que je suis élu. Mais la première des choses serait d'abord de faire l'état des lieux de la capitale. Ouais. Bien que Kimbu Tangobila nous ont légué une capitale sale, beaucoup de choses. Mais une fois qu'on est élu, on doit d'abord faire l'état des lieux de la capitale. Ça là, c'est pas Kabila. Hein? Non, mais c'est ce que je dis. Ça là, c'est pas Kabila. C'est parce que si c'était le gouvernement national, on aurait dit c'est Kabila qui avait laissé ça. C'est Kabila qui a laissé ça. Maintenant, c'est Ngobila qui est aussi de la même branche politique que Daniel Bumba. En fait, le plus grand problème avec M. Bumba, c'est les essais. M. Bumba est dans les essais. Essais-erreurs. Il embrasse autant de choses au même moment. Et ça lui pose un problème de financement et qu'il ne sait plus quoi faire et il doit se référer. Il a un problème d'allocation non seulement un problème d'allocation, mais un problème de management. Il n'est pas un bon manager. Aujourd'hui, il y a l'embouteillage à Kinshasa. C'est déplacé à Kinshasa, c'est vraiment un casse-tête. La ville devient invivable. Pourtant, en tant que bon manager, qu'est-ce qu'il doit faire et qu'est-ce qu'il doit mettre en place pour résoudre ces fléaux? On doit engager peut-être même des particuliers qui peuvent jouer un grand rôle comme des agents routiers. Il ne le sait pas. Dans d'autres pays, ce sont des mécanismes. Mais il semble qu'il serait venu de l'étranger.
qu'il soit de l'étranger ou pas, c'est un problème managérial. Lorsqu'on n'est pas un bon manager, on ne fera rien. Donc, l'équipe Bumba, tout comme la coalition Bumba Yeli, sincèrement, je vous dirais que c'est vraiment... c'est vraiment de la racaille. C'est vraiment de la racaille parce qu'ils n'arrivent pas à répondre aux attentes de la population quinoise. C'est-à-dire, la moindre des choses à faire, c'est léguer à cette population des routes. Non seulement léguer à cette population les routes, mais trouver un environnement sain et propice afin que les Quinois soient à l'aise. Les Quinois ne sont pas à l'aise. Aujourd'hui, moi j'ai ma famille en Séli. Mais je vous dis, mais quitter Séli jusqu'en ville, mais c'est tout un casse-tête. Il n'y a pas moyen d'aller rendre visite à la famille. Mais pas moyen. Donc, soit si vous voulez rouler pour aller là-bas, c'est-à-dire, il faut peut-être aller dans les heures tardives. Il faut aller peut-être à 21h, 22h. Merci si c'est à 12h, sincèrement, je vous dis, c'est tout un casse-tête. Donc, pour conclure, je dirais surtout interpeller aussi aux députés provinciaux. Ils ne font pas leur travail aussi. C'est eux qui ont voté. Ils ont voté massivement M. Bumba. Sincèrement, ils doivent aussi interpeller M. Bumba de faire un travail. Au nom du principe du parallélisme des formes ils doivent l'interpeller. Au cas où ils ne le feront pas, moi je demanderai surtout à la population quinoise de marcher et demander la démission de M. Bumba. Parce que nous avons ces plaindre. C'est nous qui avons fait en sorte que ces députés soient élus. Et aussi c'est à leur tour qu'ils ont élu M. Bumba. C'est-à-dire le plus grand problème, ou soit le grand pouvoir nous revient, nous qui avons élu ces députés provinciaux. C'est-à-dire on doit interpeller ces députés provinciaux, d'interpeller aussi M. Bumba de faire son travail de manière aussi agréable afin que les Quinois retrouvent la paix de se promener et aussi la paix de vivre dans leur capitale. Qu'ils retrouvent une ville saine, c'est les souhaits évidemment. De tous les Quinois. Évidemment, mais c'est net moment. Parce qu'on les voit ailleurs, Peignel. La situation ailleurs est très différente. Vous aviez vu vous-même les cadavres du pape qui étaient aussi laissés, les cercueils étaient ouverts. Mais personne n'a vu une mouche, ne serait-ce qu'une mouche autour du cadavre, je ne sais pas. On n'en a pas vu. Mais si c'était ici chez nous, cercueil ouvert, vous verrez combien de mouches vont courir tout autour. Mais aussi, il y a des problèmes. En assainissant l'environnement, la ville, il y a des maladies qui peuvent être élaguées. Cette histoire comme la malaria, qui tue plusieurs personnes. Si vous assainissez la ville aujourd'hui, il n'y aura plus de malaria parce qu'il n'y aura pas de moustiques. Donc, ça devient un problème récurrent. Parlant des infrastructures routières, vous voyez au niveau du rond-point Ngaba, sur la route Université vers Unikin, sur place au rond-point. Mais il y a d'abord, il n'y a plus de route. Il ne reste qu'une seule colonne, une bande retour. Et tous les véhicules qui vont à l'université de Kinshasa, vous savez que l'université de Kinshasa, c'est beaucoup d'étudiants. C'est environ 30 000 étudiants qui montent par jour. Ils se précipitent la bande retour. Parce que de l'autre côté, il y a tout un puits. Je ne sais pas appeler ça mini-érosion ou quoi que ce soit. À 10 mètres de là, en face ou en diagonale d'un supermarché qui venait d'être construit là-bas, à quelques mètres de là, il n'y a plus de passage. Un véhicule ne peut pas passer. Donc ça crée des embouteillages monstres et ça peut risquer des accidents. Des véhicules peuvent se renverser pour ceux qui tentent de passer par force. Des tricycles peuvent se renverser là-bas et créer des dégâts énormes. Mais tout ça, au lieu de chercher des solutions palliatives, d'abord, chercher à couvrir momentanément, personne n'intervient. C'est comme s'il n'y a pas d'autorité dans cette ville, Peignel. Merci beaucoup, cher Jonas. Vous allez vous rendre compte que lorsque vous parliez, je m'étais tué. Je ne serai pas agressif contre le gouverneur Daniel Bumba. Moi, vraiment, non, je ne serai pas agressif dans mes dires contre lui. Pourquoi? Parce que les problèmes de ces pays, de la capitale d'ailleurs, provient de loin. Le problème n'est pas ici. Parce que je suis un Quinois, né et grandi ici, j'ai vécu, j'ai vu des choses. Vous allez vous rendre compte que sous d'autres cieux, lorsque les gens veulent construire, lorsqu'il y a des constructions qui veulent se faire, l'État prévoit, pense par exemple après le temps, qu'est-ce qui peut venir, qu'est-ce qui peut arriver, qu'est-ce qui peut. C'est ça. Mais ici chez nous, ce n'était pas le cas.
Ngobila et Daniel Bumba, ils ont été critiqués. Daniel Bumba, d'ailleurs, il est critiqué de manière exponentielle. Mais moi, les critiques ne sont pas mauvaises. Les mal, c'est d'insulter. C'est ce que moi j'ai dit. Moi, maintenant, que la gestion n'est pas une infraction. Oui, que je finisse. Ouais. Moi, maintenant, je me dis, le problème avec Kinshasa, arrivé en 1960, par exemple, 1960 ou en 1965-80, il y avait 5 millions d'habitants. Kinshasa, aujourd'hui, a plus de 10 millions, 11 à 12 millions d'habitants. Péniel, pour te compléter, s'il te plaît, mon frère. Non, c'est juste... minutes, non, je sais, c'est juste une parenthèse. Tu vas conclure. Ouais. Les problèmes avec Kinshasa, c'est aussi l'exode rural. N'oubliez pas c'est ce que je vais dire. L'exode rural aussi. 12 millions d'habitants. Au-delà même voir. Au-delà même voir. Vous voyez. Et les constructions sont anarchiques. Les constructions anarchiques n'ont pas commencé aujourd'hui. Là, il faut faire attention. C'est depuis les régimes passés. Bon, là, moi, je suis pas politique d'abord. Je suis apolitique. Les constructions n'ont pas commencé aujourd'hui. C'est depuis longtemps d'ailleurs. Ngobila est venu. Oui, Ngobila devrait faire quelque chose quand même. Il n'a rien fait. Nous avons vu, il y avait Bopeto. Il a essayé, là, c'était pas Kin Bopeto. Quand même, il a essayé d'arranger. Foutu. Ça ne nous a pas aidé. L'autre Bumba. Mais Benzela Nyonso, attends, Banzela, tu vois, le peu de routes que Ngobila avait quand même laissé réhabiliter. Oui. Tout, c'est parti. Il y a... Quelle a été cette réhabilitation? Prochainement, je vais ramener une vidéo. Oui. De ces deux endroits-là que je venais d'épingler au rond-point Gaba. Je vais ramener une vidéo. Vous verrez que c'est impossible. C'est ce que j'ai dit. C'est pourquoi vous dites que... Mais Péniel, il y a aussi un fait que vous avez évoqué là, Péniel. Ouais. Quand vous dites que les problèmes de constructions anarchiques, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça ne date pas des Bumba et consorts. Eh bien, on le sait. Quand on vient au pouvoir, on ne vient pas pour croiser les bras. C'est lorsqu'on a constaté qu'il y a des choses qui ne marchent pas, qu'on vient au pouvoir pour trouver solution. Vous ne pouvez pas vous excuser aujourd'hui parce qu'on a construit anarchiquement depuis hier et qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas trouver solution à ces problèmes-là. C'est ce que j'ai dit. Il y a l'exode rural, comme l'ami vient d'évoquer. À cause de ça, il aurait fallu, pour trouver la solution, démolir plusieurs constructions anarchiques. Vous allez vous rendre compte que ça a déjà débuté depuis longtemps. Avec Jekoko? Non, maintenant, là, Jekoko avait essayé, mais maintenant, là, vous allez vous rendre compte. Ça a repris. Ça a repris. Mais c'est un problème énorme. Les gens sont en train de pleurer et ils parlent, ils disent que nous sommes dans un état de droit. Et un pays où à la mesure d'un état de droit, on ne peut pas démolir de cette manière. Moi maintenant je me pose la question, c'est les problèmes à Bumba ou c'est les problèmes à Kimbuta? Qui a amené cette légèreté-là? Qui voudrait à ce qu'aujourd'hui nous puissions subir ce que nous sommes en train de voir? Ce que Zobé Tabal était aux Alibans, au monde a bu, mais ce qu'on continue à Kati, il y a une autre réalité. C'est pourquoi moi j'ai dit. Est-ce qu'on peut oublier, peut oublier, bon, pas oublier, mais mettre un peu de côté la gestion sous Kimbuta, la gestion sous Ngobila et se concentrer sur ce que Bumba devrait faire. C'est ce que j'ai dit. Mais cette gestion-là a des répercussions. Il doit être responsable. Bon, c'est ça maintenant le problème de la responsabilité, c'est aussi accepter que c'est moi qui ai la charge de trouver solution à tel ou tel autre problème. C'est ce que j'ai dit. Voilà. Il essaie avec Kinshasa. Vous n'allez pas refuser de guérir votre femme légitime que vous avez épousée parce qu'elle est venue de chez chez elle malade. Non. Quand vous épousez une femme et qu'elle est maladive, par exemple, cette maladie-là ne date pas du jour où vous l'avez épousée. Vous n'allez pas refuser de l'amener à l'hôpital parce qu'elle a contracté la maladie sous le toit familial. Ça ne se comprend pas. Est-ce qu'on se comprend? On devrait comprendre. On devrait se comprendre plutôt. Quelqu'un qui a laissé des constructions anarchiques pendant 10 ans. Vous venez dans 3 ans, 4 ans. Est-ce que vous saurez tout démolir et construire d'autres routes? On n'a pas dit tout. Qu'est-ce qu'il a d'abord fait? C'est ce que j'ai dit. Combien de kilomètres de routes il a construit? Ngobila a réhabilité les routes. Mais ça n'a même pas fait 4 ans, 6 ans, ces routes-là. Mais où en sommes-nous? C'est là aussi le problème. C'est là aussi le problème. Bon, la responsabilité ici est partagée. Parce que moi, je vous ai dit, je ne suis pas agressif contre ces gens-là parce que je sais là où la source même, l'origine de tout ce que nous avons aujourd'hui, surtout le problème des embouteillages à Kinshasa.
nous avons eu des laissés-aller. Et tout ça a été préparé. Ils ont voulu faire ça. Le code de la route là, c'est quoi en fait? Bon. N'est-ce pas une loi? C'est là aussi il y a un problème. Tout le monde aujourd'hui peut entrer en route. Il peut être aujourd'hui chauffeur. Tout le monde aujourd'hui peut prendre sa moto. Et tout le monde, on ne gère pas cela. C'est là où je pourrais critiquer. C'est une loi qui est violée à la seconde près au Congo. C'est ce que j'ai dit. Ouais. On devrait vraiment regarder ça de manière, je ne sais pas. Malheureusement, aujourd'hui, pour les agents routiers de la République démocratique du Congo, les gens qui connaissent quand même, qui font leur travail comme il faut, non, et ils sont arrêtés. Des tracasseries et consorts. Mais les gens qui détruisent encore, qui amènent encore des embouteillages, eh ben, ils sont laissés comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont de l'argent, hein, le conflit, hein, le problème des plus forts. Vous voyez, c'est là où moi je dis que je ne suis pas agressif contre ces gens-là. Non, laissez-les travailler. Il a commencé avec la démolition, mais vous allez vous rendre compte que ces mêmes personnes-là parlent de la démocratie. Ils parlent de l'état des droits. Mais moi je pense que comment est-ce qu'on pourra gérer un tel pays quand on a détruit on construit sur un collecteur d'eau, pensez-vous parce que nous sommes dans un état des droits, on va vous laisser? Non, pas du tout. Pas démolir. Pas du tout. Moi je pense que vous construisez sur les lits d'une rivière. Qui a accepté cette démolition-là? Jonas, s'il te plaît, juste quelques portions de secondes. J'ai fourni quelques recommandations pour trouver des solutions durables pour cette ville. Je pense que je vous enverrai cela. Okay. On va vraiment partager ça. On va diffuser ça. Parce que le problème est que, bien, on critique, mais on ne critique pas en vain. On critique pour booster celui qui gère afin de trouver des solutions durables. On ne critique pas. Mais je pense que quand on critique, non, pas du on est contre eux, on ne les aime pas. On critique, moi je ne dis pas non. Quand est-ce qu'il faut critiquer et comment? Mais tel que je l'ai fait, est-ce que j'ai avec des bases? Non, on n'a pas dit que vous insultez. Mais on dit que non, il y a des avancées. Il y a eu un problème. C'est sur base de ces problèmes-là que celui-ci n'a pas pu faire quelque chose. Mais on penserait qu'il doit pouvoir faire ceci et cela. Là, c'est bien. Au lieu de dire que Bumba, 0, l'autre viendra aussi 0. Et on n'arrivera pas à aboutir à une solution. Quand on n'est pas un bon manager, merci Paul. Voilà tout ça. Merci Paul qui a évoqué les problèmes de manque, de maîtrise managériale du gouverneur de la ville Gentilly, au fait Daniel Bumba. Ça peut aussi remonter au niveau national. Ce n'est pas parce que ça se constate presque partout. Peignel également, merci d'avoir été les nôtres, tous les deux, aujourd'hui. C'est par ici que nous mettons fin à cette émission. Mais nous demandons au gouverneur de ne plus laisser les choses couler. Tout à fait. Il doit intervenir. Il faut qu'il intervienne. Parce que s'il n'intervient pas, si nous devons rester dans l'idée selon laquelle c'est parce que ces problèmes datent de la gestion de Ngobila ou que ceci date de la gestion de Kimbuta, personne ne viendrait trouver solution aujourd'hui. Accepter d'être gouverneur de la ville de Kinshasa, ce n'est pas une récompense, mais c'est plutôt une responsabilité. Et nous voulons sentir la prise en charge de ces responsabilités en réhabilitant les routes, en accordant aux Kinois ne serait-ce qu'un environnement propice dans lequel ils doivent vivre. Fidèles téléspectateurs, c'est par ici que nous mettons fin à cette émission Écho de l'école des communicateurs de ce samedi 3 mai 2025. À la prochaine occasion avec